Hello tout le monde, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et surtout ce nouveau format qui n'a pas encore été fait de FAQ où je réponds à toutes vos questions. Vous avez été ultra nombreux à me poser toutes ces questions sur YouTube mais également sur Twitter. Donc c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont variées. Donc je vais prendre beaucoup de plaisir à vous répondre avec sincérité, avec franchise. Et puis surtout je vous remercie vraiment de votre engagement. On est plus de 1820 sur la chaîne. C'est top. Franchement, en si peu de temps que la chaîne ait grandi comme ça, c'était vraiment pas prévu, mais je suis super content de vous partager mon quotidien. Et puis j'espère qu'on continuera à grandir par la suite. Donc on va démarrer, c'est parti. Mais avant, j'avais quelque chose à vous partager qui me tient vraiment à cœur. Vous m'avez posé plein de questions par rapport au sponsoring, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Mais avant, je voudrais commencer par remercier mon sponsor principal qui est Mobisport Concept. Voilà, Mobisport me suit depuis plus d'1 an maintenant et je voulais justement vous mettre le lien juste là. Doumé il va vous le mettre ou sinon le lien il sera en bio dans les commentaires aussi parce que tout simplement ce sont des personnes formidables qui maintenant commencent à se faire un gros nom dans le monde du tennis. Donc Mobisport Concept, qu'est-ce que c'est? En fait, il se charge de toute la régie publicitaire et d'habiller vos cours. C'est-à-dire que en fait, vous allez avoir des clubs où vous allez avoir des thermobancs qui sont tout neufs, ou dans lesquels vous allez pouvoir mettre vos boissons quand il va faire très chaud. Vous allez avoir aussi les enseignes de certains de partenaires privés qu'ils ont pu trouver à l'effigie de cette enseigne. Le but c'est qu'en fait le cours dans lequel vous jouez, parce qu'il faut savoir qu'ils sont affiliés en partenariat avec plus de 500 clubs en France. Le but c'est d'avoir des cours habillés type ATP, donc c'est-à-dire avec les bandes à côté du filet, les grandes bâches et donc ces bancs aussi. Et donc ça fait vraiment, ça rend le cours très beau et très propre. Donc ils sont affiliés FFT, ils sont affiliés avec la fédération américaine aussi de tennis. Donc c'est vraiment en train de faire un gros boom et je voulais prendre le temps de parler d'eux parce que ce sont des personnes très importantes pour moi. Ça fait plus d'1 an maintenant, comme je vous ai dit, qui me suivent et donc je voulais les remercier ici sur ma page YouTube en sachant qu'on fera certainement une vidéo avec eux bientôt. Mais c'était l'occasion pour moi de les mettre un petit peu en avant parce qu'ils font beaucoup pour moi. Voilà, donc je vous invite encore une fois à aller voir leur page. Et puis nous, on va démarrer notre vidéo FAQ. C'est parti. On commence avec Kader Djoub qui me pose comme question. Bonjour Laurent, je voudrais savoir, est-ce que tu fais les par équipes en France ou en Allemagne? Et est-ce que tu as des aides sponsors? Comment tu fais pour financer ta saison et vivre de ta passion? Alors, bonjour Kader. Oui, je fais les matchs par équipe en France. Je suis licencié au tennis club de Saint-Amand-les-Eaux à côté de Lille, entre Lille et Valenciennes. On est en Pro B. Malheureusement, on n'a pas pu monter cette année en Pro A. On aurait beaucoup aimé. Mais ça fait maintenant 3 ans que je suis avec eux. Je fais également les matchs par équipe en Allemagne et je suis licencié à Cologne dans le club de Benoît Paire, de Dustin Brown, entre autres. Ce sont à 2 moments différents de l'année. La Bundesliga se joue entre juillet et août et la Pro B et la Pro A se jouent, elles, en novembre et début décembre. Voilà pour mes 2 clubs. Alors justement, ces matchs par équipe-là m'aident énormément pour pouvoir financer ma saison. Il faut savoir que les matchs par équipe, en ce qui me concerne, c'est à peu près 60% de mon budget qui est mis sur l'année. Donc ça représente une grosse somme. Et puis même plus que ça, je dirais même plus 70% d'ailleurs. Et puis est-ce que j'arrive à vivre de ma passion? Alors j'arrivais à très bien en vivre quand j'étais top 200, 250, enfin 230. Parce que j'avais accès au calibre de Grand Chelem. Mais c'est vrai que depuis 1 an, c'est plus compliqué. Et heureusement que j'ai des sponsors pour pouvoir m'aider
là-dessus. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Kader, je te remercie de me suivre et aussi merci beaucoup pour ton message. Ensuite, on va passer à compte Vlad83 qui nous demande quel soutien financier as-tu pu recevoir ces 8 dernières années, sachant qu'il est très dur de vivre sur le circuit au-delà de la 150e place, surtout après 25 ans. La Fédé n'aide plus après un certain âge. Si tu as un mauvais classement, as-tu l'aide de tes sponsors ou de ta famille? Alors, salut compte Vlad, je suis très content de ton commentaire. Comme je le disais juste avant, écoute, non, j'ai eu la Fédé a arrêté de m'aider financièrement depuis mes 22 ans, donc ça fait 8 ans que je n'ai pas eu d'aide financière de la part de la Fédération française de tennis. Ça a été très compliqué pour moi, d'autant plus qu'il y a eu le Covid qui est venu au milieu s'immiscer dans tout ça. Donc j'ai pu compter évidemment sur le soutien de ma famille, également de sponsors aussi privés. Et puis comme je le disais, moi j'ai cette chance-là de faire les matchs par équipe ça a toujours été une grande bouffée d'oxygène pour pouvoir me permettre de financer ma saison. Et aujourd'hui, les revenus principaux que je peux avoir, c'est vraiment avec les matchs par équipe. Même si bien sûr j'ai eu de la chance d'avoir trouvé Mobisport Concept il y a maintenant 1 an et demi qui est venu suppléer et m'aider encore plus avec mon investissement dans ma carrière de joueur de tennis professionnel. Il faut savoir qu'une année, forcément, elle coûte très cher, hein. Tout dépend après ce que vous voulez mettre en place autour de vous. Mais moi, avec le staff que j'ai, avec un préparateur physique, mon coach tennis, tous les voyages et les investissements que je peux faire, une saison, elle coûte entre 40 et 50 000 euros à l'année. Voilà, donc ça c'est vraiment avec un total d'accompagnement minimum, hein. On est sur un accompagnement moi mon coach il va venir sur 15 semaines, donc c'est pas non plus incroyable. Le restant je vais être seul ou alors j'essaie de faire venir comme j'ai pu le faire en Tunisie, Paul qui m'a filé un coup de main en tant que kiné, mais sinon je vais voyager le reste du temps plutôt seul ou alors avec ma famille ou ma copine aussi. Donc c'est ça qui va arriver le plus souvent. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question et je te remercie de ton engagement. Une question de Cyril Jacquet qui me demande si je pense pouvoir revenir avec 250 premiers en 2025 et avoir accès au cahier des grands chelems. Alors, est-ce que je pense? Je l'espère en tout cas. C'est le but cette année, c'est de pouvoir essayer de retrouver les cahiers de grands chelems. Maintenant, l'objectif principal, c'était vraiment de pas se blesser. Là, on est mal parti. après avoir été bien lancé en gagnant ce tournoi justement à Monastir il y a un peu plus de 2 semaines. Mais voilà, petit grade 2 qu'il va falloir soigner. Et puis on sait que l'enchaînement compte et c'est ce qu'il y a de plus important au tennis. Donc il va vraiment falloir que je sois sain et que je puisse enchaîner mes tournois tranquillement pour pouvoir prétendre à un retour dans les qualifs de Grand Chelem. Mais mon niveau tennis est là, donc si je peux enchaîner, je pense que oui, c'est possible. Après, est-ce que ce sera possible cette année? On verra bien, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Je te remercie beaucoup pour ton message et j'espère avoir répondu à ta question. Prochaine question de Mathieu Chaperon, 3872, qui me demande il me semble que certains joueurs doivent payer des frais d'inscription pour participer à des qualifs de futurs par exemple. À quel moment ces frais disparaissent-ils? Ça dépend du classement du joueur ou bien ça partir d'un certain stade, rentrer direct dans le tableau futur ou alors j'ai tout faux depuis le début. Alors Mathieu, non, tu n'as pas faux. En fait, il y a un entry fee à payer quand tu es en qualif de futur. Cet entry fee, il me semble, disparaît dès que tu es dans le tableau. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où tu es tableau de futur, où tu es en qualif de challenger ou après en tableau challenger, ces entry fees ne se payent plus. C'est vraiment que pour les qualifs de futur. Voilà, donc de ce que je sais, mais je peux toujours me tromper évidemment, mais je pense que c'est ça. À peu près l'entry fee, c'est dans l'ordre de entre 40 et 50 euros pour pouvoir jouer le tournoi. Donc évidemment, c'est très dur quand tu es en qualif de futur parce que tu dois tout payer, ton hôtel, ta nourriture, tes cordages, etc. et même ton coach, et tu dois en plus payer le tournoi que tu veux jouer. Donc c'est compliqué, mais ça a toujours été ce système-là et malheureusement, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et je te remercie. Question de Rest Focus PN qui m'a dit quel défi as-tu rencontré lors de tes premières participations au tournoi du Grand Chelem et comment ces expériences ont-elles façonné ta carrière? Alors les défis que j'ai pu rencontrer, moi j'ai toujours eu des très bons souvenirs en Grand Chelem, en tout cas les débuts. Parce que j'ai eu cette chance d'avoir une wildcard à Roland-Garros en 2014, donc il y a 11 ans maintenant. J'étais tout jeune, j'avais 19 ans. Et puis ça s'est très bien passé avec ma qualif, en passant les 3 tours de qualif d'entrée.
Donc ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir appréhender l'ambiance Grand Chelem, l'univers Grand Chelem, côtoyer les meilleurs joueurs du monde, ce pourquoi tu t'entraînes en fait, hein, c'est ton rêve, mais ça fait toujours un peu drôle et je suis vraiment rentré en étant galvanisé sur le terrain. Et le seul moment à ce tournoi-là où j'ai pas su gérer vraiment les attentes que j'avais en moi par rapport à mon jeu, à ce que j'étais capable de faire parce que je produisais vraiment un très bon tennis, bah, c'est quand je suis rentré dans le tableau après ma qualif où j'étais vraiment devant au score et malheureusement j'ai perdu avec des balles de match. Donc pour l'instant c'est un peu mon plafond de verre qui se situe là parce que j'ai perdu 4 fois au premier tour de Grand Chelem. Donc je vais essayer de m'améliorer par la suite, mais les qualifs de Grand Chelem c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Les qualifs de Grand Chelem c'est magnifique et je souhaite vraiment à tous les joueurs de tennis de ressentir cette ambiance-là, cet environnement, cette tension-là aussi, parce que tu as vraiment à cœur de bien faire et puis tu te dis que tu peux pas jouer un tournoi plus haut que celui-là, donc c'est aussi ça prend vraiment aux tripes et c'est là où j'ai vraiment eu en termes de sensations et d'émotions, c'était les plus fortes que j'ai pu ressentir et c'est pour ça aussi qu'on joue au tennis. Voilà, écoute, j'espère avoir répondu à ta question et je te remercie. Alors je réponds à Eric. Eric Yo Hello. Hello, encore merci pour toutes les vidéos, c'est vraiment sympa. Question pour la FAQ, est-ce que tu arrives à t'en sortir financièrement? Alors on va y revenir parce qu'on a déjà répondu. Et il te faut gagner en moyenne combien de matchs par mois pour te maintenir financièrement? Donc je vais essayer de répondre déjà à ces deux-là. Oui, j'arrive à m'en sortir financièrement par rapport au match par équipe et à mon sponsor comme j'ai pu le dire juste avant. Après le nombre de matchs gagnés, c'est pas vraiment là-dessus, ça va surtout être sur ta capacité à pouvoir raccrocher rapidement les qualifs de Grand Chelem finalement. Dans un premier temps, on sait qu'on est sur de l'investissement quand on est entre 400 et 230. Donc on arrive à être acquitté plus ou moins, c'est-à-dire on se déplace et on perd pas forcément d'argent, donc ça reste cohérent. Par contre, si tu restes dans cette zone-là, bah, tu vas commencer forcément à un moment à perdre de l'argent. Le but c'est de monter et de se rapprocher de ce top 230 pour faire le cut des qualifs de Grand Chelem, où en premier tour des qualifs de Grand Chelem c'est quand même 20 000 €, au deuxième tour c'est 35 000 € et au dernier tour il me semble c'est 40 000 et quelques, donc, et au premier tour c'est 70 000. Donc après attention, on n'a pas cet argent-là n'est pas en net, hein. Derrière si on joue les Grands Chelems à l'étranger, on est taxé par rapport à l'impôt qu'il y a dans le pays, donc aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Et puis après derrière on doit payer forcément toutes les charges qui vont avec les charges sociales qu'on a quand on est en France, en plus de évidemment l'impôt sur le revenu. Voilà. Comment je fais pour garder la motivation quand j'enchaîne les défaites et les blessures? Est-ce que j'ai un objectif de résultat cette année? La motivation, je pense que je saurais pas trop comment l'expliquer. Juste, je pense que quand tu as eu des coups durs dans la vie et des choses qui sont vraiment graves, forcément, j'ai été impacté malheureusement étant plus jeune par rapport à ça. Et je pense que ça aide à garder la tête sur les épaules et à se dire que finalement, même si c'est mon métier, ça reste du tennis et le plus important, c'est de se dire que je fais ce que j'aime, je fais ce qui me plaît et j'essaye de donner du bonheur aux gens quand ils me voient jouer. J'essaie de leur faire partager et de leur transmettre aussi des émotions et de me dire que perdre un match ou une blessure, c'est pas si grave. Après tout, tout va bien le soir quand on rentre à la maison, même s'il y a la déception, mais on arrive à passer à autre chose quand tu arrives à relativiser. Mes objectifs cette année, j'ai pas d'objectif de résultat cette année, si ce n'est juste d'essayer évidemment de rattraper le cut des qualifs de Grand Chelem et aussi de faire une année sans blessure. Et oui, du coup, c'était ta prochaine question, souhaites-tu participer à des qualifs de Grand Chelem? Évidemment, c'est mon objectif, mais je me fixe pas une date butoir, vraiment il faut que j'y sois cette année, non. Voilà, c'est vraiment un objectif, mais il arrivera quand il arrivera. Voilà. Je te remercie pour tes questions, Eric, et j'espère avoir répondu comme tu le voulais. Question de Vincennes44 qui me demande peux-tu nous indiquer si ton père Dominique, ancien joueur professionnel de foot, a pu t'apporter son expérience footballistique sur le plan mental et physique? Merci et bon rétablissement. Mon père m'a aidé quand j'étais petit pour pouvoir m'inculquer les valeurs du travail, de jamais tricher à l'entraînement, de toujours être à l'heure,
d'être vraiment très investi dans ce que je fais. Mais en réalité, je dis mon papa, mais ma mère aussi. C'était vraiment les deux ensemble qui m'ont élevé comme ça. Après, oui, j'ai pu parler avec mon père de la tension que peut avoir à l'approche de grands événements, ou sinon sur le terrain de pas forcément avoir les sensations qui étaient espérées. Mais aujourd'hui, non, on parle plus d'autres choses avec mon père. Lui, il aime bien de temps en temps parler tennis et moi, j'adore lui parler de foot. Et au final, on parle beaucoup de nos sports respectifs, même si c'est sûr que depuis son époque, ça a bien évolué. Voilà. Alors, question de Cyril Duval qui me demande « Ce serait intéressant que tu fasses un petit focus sur le matériel que tu utilises en nous donnant les raisons, raquettes, cordage, tension, fréquence de cassage. Depuis combien de temps, par exemple, es-tu avec Technifib? Comment le partenariat s'est-il fait ?» Alors, je joue avec la Technifib, la T-Fight 295, il me semble. Elle ne fait pas 295 grammes, la mienne, elle est modifiée. En fait, ce qui se passe, c'est que on a un stock pro, c'est-à-dire que vous avez les raquettes qui sont en boutique et nous en fait on a les mêmes, sauf que c'est pas vraiment les mêmes. Derrière, elles vont être forcément modelées par un professionnel, donc il y en a plusieurs. Il y a en France, il y en a 2, peut-être plus. Il me semble qu'il y a Racket Lab en Corse qui customise les raquettes de certaines personnes. Moi, je travaille avec Gaël Cachard qui est en lien directement avec Technifibre. Et puis il y a Didier Mahé qui est sur Paris, qui s'est beaucoup occupé aussi de mes raquettes. Donc d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, Didier, bonjour à toi. Donc ce sont les 3 préparateurs qu'on peut avoir en France. Où en fait, ce qui se passe, c'est que Technifibre va envoyer le lot de raquettes avec mon moule directement chez lui et lui va préparer selon mes specs. Donc mes specs aujourd'hui, on est sur du 322 grammes non cordé, donc une raquette qui est quand même assez lourde, 324 grammes il me semble. Je suis en 32,4 ou 32,2 de balance, donc un petit peu plus en tête. Et puis je joue avec grip cuir. Voilà, mon cordage c'est le 4S. J'ai choisi ce cordage parce que c'était le cordage qui me correspondait le mieux, parce que c'est une raquette qui est quand même assez puissante. Donc je voulais avoir un peu de contrôle et aussi un peu de grattage parce qu'il est un petit peu torsadé. Tous les cordages qui sont un petit peu torsadés, c'est pour que même si c'est des calvaires forcément pour les cordeurs à accorder parce que ça fait mal aux doigts, pour nous en fait les joueurs, ça a vraiment aidé à gratter vraiment la balle et ça aide vraiment à rester un petit peu plus dans la raquette. Donc voilà, c'est le compromis que j'ai pu trouver avec cette raquette entre puissance et contrôle, et aussi avec un petit peu d'effet. Comment s'est fait le partenariat? Le partenariat s'est fait en 2018, j'étais en Espagne, enfin j'étais à la recherche de structure, pardon, et je cherchais justement un équipementier qui soit nouveau. J'arrivais de chez 10 ans pratiquement chez Wilson, je voulais changer. Ça faisait déjà 1 an et demi que je voulais changer, mais Wilson a voulu me garder jusqu'à la fin de mon contrat, donc j'ai pas pu partir avant. Et puis j'étais en très bon terme avec Mathieu Pogam qui s'occupait du sponsoring, qui s'en occupe toujours chez Technifibre. Il m'a connu, j'étais tout petit, et donc je lui ai demandé si je pouvais tester des raquettes. Et là je suis allé donc à Cannes pour tester les raquettes avec Gaël, et on m'a fait tester, donc il y avait 5 raquettes à tester. Les 4 premières c'était atroce, voilà, j'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit bon je suis venu de Corse à Cannes pour rien, mais bon, moi maintenant je suis fixé, je sais que ça va être compliqué. Et en fait la dernière, je l'ai prise dans mes mains, j'ai dit waouh, j'adore et je la prends. Et en fait c'était rigolo parce que du coup je m'attendais pas du tout, et la dernière j'ai adoré, et je joue avec la même raquette en fait depuis 2018 maintenant. Ça fait 7 ans et j'en suis très content. Alors évidemment elle a évolué avec le coloris, etc. Mais c'est la même raquette depuis tout ce temps, et malheureusement on ne la trouve pas dans les magasins parce que c'est vrai, elle fait partie ce qu'ils appellent le Pro Stock. Donc elle est uniquement faite, il me semble, je crois qu'on est 2 ou 3 à jouer avec. Je pourrais pas vous dire quel joueur, mais il me semble que c'est ça. Question de Jérémy Amulette qui me dit « Super sympa tes vidéos, quel de grand chelem possible ?» Je l'espère, Jérémy, encore une fois. Vous êtes pas mal à me l'avoir posé cette question, donc c'est possible, mais il y a encore beaucoup de chemin parce qu'il me reste 150 points à prendre, et quand tu sais que gagner un futur comme j'ai gagné un 15 000 c'est 15 points, que un 30 000 $ en futur c'est 25 points,
la route est longue, ou alors il faudrait faire péter un gros challenger, donc un 125 000 pour prendre 125 points, ou alors un challenger 75 pour prendre au moins la moitié des points, 75 points. Et donc c'est possible, mais il y a encore du chemin. Question de Zoctave9272. Salut Laurent, est-ce que tu penses que le fait de devoir gérer toute la logistique pour aller au tournoi, savoir où loger, réserver des cours et toute la charge mentale que les joueurs du circuit secondaire au moment d'aller au tournoi entraîne un moins bon niveau par rapport au top 150 sur les tournois ATP qui ont moins de choses à s'occuper? Est-ce que cela joue? Est-ce que cela fait une grande différence? Bon courage pour le reste de la saison. Alors, oui, c'est de la charge forcément en plus. Maintenant, est-ce que ça nous impacte? Non, je pense pas. Très sincèrement, c'est une question d'organisation. Ça prend du temps en plus, mais néanmoins, c'est évident que quand tu peux investir, quand tu es top 150, tu fais grossir ton staff et donc du coup, tu as des frais qui sont plus importants, mais comme l'argent rentre, du coup, tu le fais. C'est plus simple de le faire. Néanmoins, je pense que c'est un plus, mais c'est pas quelque chose qui va impacter directement tes résultats. On est habitué à le faire. On a pas mal de sites pour pouvoir essayer de trouver des vols, en tout cas, pas les moins chers, parce que comme on les prend toujours au dernier moment avec le résultat des tournois qui arrivent au dernier moment, donc on peut pas avoir les meilleurs tarifs, ça c'est sûr et certain, on a même les pires, mais au moins ça nous permet de voir un petit peu tous les trajets qu'on peut potentiellement faire et on essaie de faire au mieux, mais non, c'est pas impactant outre mesure. Vraiment la charge la plus lourde, c'est de devoir enchaîner les tournois et les matchs et de voyager. Ça, c'est ça qui est vraiment lourd et usant pour le corps, surtout quand tu as du décalage horaire et qu'il faut pouvoir récupérer de ce décalage horaire là. Voilà. Question de Cédric Forster 4169 qui me demande salut Laurent, tout d'abord bon rétablissement à toi. Quels sont les joueurs sur le circuit avec qui tu es ami? Le joueur le plus sympa que tu as rencontré sur le circuit? Alors, les joueurs avec lesquels je suis ami, ou en tout cas vraiment pote sur le circuit, il y a Ben Per, que vous savez sans doute, on a déjà fait une vidéo ensemble, je m'entends très bien avec lui. J'apprécie beaucoup aussi Stan Wawrinka, avec lequel j'ai la chance d'échanger par moment et je suis allé à Monaco pour taper avec lui. Aussi, je m'entends très bien avec Ben Bonzi. On a été dans la même structure d'entraînement pendant presque 3 ans, donc forcément on a tissé des liens et on s'entend très bien. Après, il y a Matteo Martino avec qui je m'entends bien aussi. On est toujours très content de se voir quand on se voit sur les tournois. Et puis Calvin Emery aussi. Voilà, donc ça c'est les joueurs avec lesquels je m'entends le mieux sur le circuit. Et le joueur le plus sympa, c'est ces joueurs-là. Il y a Gaël aussi, mon fils, évidemment, qui est très très sympa et très cool, avec lequel je m'entends très bien. Donc voilà, ça pourrait être lui que je pourrais rajouter comme joueur très sympa, mais aussi Djoko, je le trouve très très sympa, vraiment, pour avoir eu la chance de passer du temps avec lui à Calvi il y a quelques années. Dès que je le vois, il a toujours un petit mot, on papote toujours un peu et c'est vraiment un mec hyper humble malgré la carrière gigantissime qu'il a et donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur tout ce qui est sympathie des joueurs du circuit. Et après, est-ce que j'ai une ou deux anecdotes à te raconter sur la vie de joueur de tennis professionnel? Une autre que celle du chauffeur de taxi en Biélorussie. Oui, c'est vrai que ça c'était marrant. Je m'étais dit en plus la dernière fois que je devais vous en raconter une, mais il y en a une fois où je suis parti au Mexique. Donc j'avais fait Paris-Mexico et Mexico, je devais aller à San Luis Potosí. Je suis arrivé là-bas, j'avais mes sacs et en fait on m'avait ouvert les sacs et mes sacs étaient vides. Donc on m'a vidé mes sacs, on m'a pris t-shirt, short, chaussures et me voilà en train d'essayer le lendemain dans une boutique de trouver du 48 parce que je fais du 48, voilà, j'ai des péniches. Donc du coup j'ai essayé de trouver des chaussures, mais c'était compliqué, donc j'ai dû jouer en 47 et forcément je me suis fait hyper mal aux pieds. J'ai attendu d'aller aux États-Unis pour pouvoir trouver une paire de chaussures qui m'aille enfin, mais c'était compliqué. Néanmoins, ça m'a pas empêché parce que à la fin de cette tournée-là, j'ai réussi à gagner l'Orange Bowl.
Donc c'était il y a 15 ans maintenant. Et c'était quand même, elle avait mal commencé la tournée, mais elle a très bien fini. Donc ça, c'était plutôt marrant. Donc du coup, ouais, c'était plutôt marrant. Donc voilà l'anecdote qui me vient en tête. J'en ai sans doute eu d'autres, mais là, comme ça, j'en ai plus. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. J'essaierai d'en mettre d'autres. Et puis, bah, je te remercie pour ta question qui était originale et très sympa. Question de Nico44Z qui me demande: Hello Laurent, merci pour la vidéo. Quel conseil peux-tu me donner pour ne pas lâcher mentalement pendant un match? Donc du coup, je lui ai demandé s'il pouvait être un petit peu plus spécifique et il m'a répondu: souvent, je suis bien concentré dans le premier set pour ne rien lâcher et ensuite au second, je n'arrive plus à garder la même intensité. Alors, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même à nous. C'est très dur de garder une intensité et une concentration pendant tout le match. Donc c'est vraiment important d'essayer d'augmenter. Souvent, ce qui peut entraver aussi, je trouve, beaucoup la concentration, c'est le fait de se frustrer. Donc, il faut arriver à gérer mieux sa frustration. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, tout simplement en essayant de se focaliser sur soi-même plutôt que sur le résultat ou sur les choses qu'on n'arrive pas à faire finalement. Essayez de vous concentrer vraiment sur ce que vous avez envie de faire. Même si ça marche pas, c'est pas grave. Continuez à jouer, à vous faire plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, vous n'arriverez pas à jouer votre meilleur niveau. Ça, c'est très important. Il y en a beaucoup qui l'oublient, qui essayent de faire le chemin à l'inverse en essayant d'avoir le résultat avant même de passer vers la case plaisir, comprendre comment je veux jouer, qu'est-ce qui fonctionne bien, comment je peux embêter mon adversaire, quels sont les moyens tactiques que je vais mettre en place pour pouvoir justement le gêner et du coup prendre plaisir, parce que voir que j'ai réussi à battre mon adversaire d'un point de vue tactique, c'est toujours quand même satisfaisant. Donc essayez de vous focaliser sur ça vraiment plutôt que sur la fin, à savoir le résultat. Voilà Nico, ce que je peux te dire, et puis tu verras que petit à petit la concentration elle va réussir à augmenter et tu vas te sentir de mieux en mieux parce que tu vas gaspiller moins d'énergie. Le Jogger Fou qui me demande merci pour tes vidéos et leur contenu fort intéressant dans ton parcours dans le tournoi Challenger. En tout cas, remets-toi bien de cette maudite blessure qui casse ta dynamique naissante, mais je suis persuadé que ce n'est qu'un faux départ pour cette saison et que je te souhaite formidable. Donc merci beaucoup déjà pour ce commentaire très sympa. Et une petite question pour la FAQ. Quel classement souhaiterais-tu atteindre pour la fin de cette saison? J'ai absolument aucun objectif de classement. J'espère juste me rapprocher de la barre du cut de California Grand Chelem, encore une fois, qui est 230 ATP. Voilà, mais je me fixe vraiment aucune limite là-dessus et je pense vraiment pas au classement, juste à mon jeu et comment je dois me comporter d'un point de vue tennistique sur le terrain. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est mon niveau de jeu. Ensuite, envisages-tu de changer ta raquette ou la modifier? Non, vraiment pas. Je répondais juste avant justement sur la raquette Technifibre et moi je l'adore, c'est franchement la meilleure raquette que j'ai eue, en tout cas pour moi. Donc non, pour l'instant c'est vraiment pas du tout mon envie. Je suis très bien chez Technifibre. Il y a un super service, je les adore, ils m'ont toujours soutenu, même quand ça a été plus compliqué. Ils ont toujours été présents avec moi et donc rien que pour ça aussi, c'est important d'avoir un équipementier qui te soutient parce que c'est pas le cas de toutes les marques. Et donc vraiment là-dessus, merci beaucoup à Technifibre pour être là depuis de si nombreuses années. Donc si vous voyez cette vidéo, merci à vous et puis on continue le chemin ensemble évidemment. Et si c'était déjà le cas, en quoi est-elle différente d'une classique de la même gamme? Alors elle est différente parce que justement on va les faire préparer à nos specs. Donc forcément ça va différer avec celle qu'il y a dans le commerce et donc forcément c'est adapté à notre jeu. On teste beaucoup de raquettes sur le terrain et donc elle va être différente parce que des fois on peut aimer un cadre mais on peut ne pas aimer le poids, on peut ne pas aimer la balance, on peut ne pas aimer le Swift. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour justement être attiré par une raquette lambda sans pouvoir changer quoi que ce soit. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand vous avez une raquette dans le commerce, elle vous dit qu'elle fait tant de grammes. En réalité, elle en fait un peu moins ou un peu plus. Vous n'aurez jamais, même si vous prenez deux raquettes pareil, le même grammage. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi des fois à les peser parce que vous pouvez être surpris en vous disant je comprends pas, elle a l'air plus lourde. C'est parce qu'en effet elle est plus lourde ou elle est plus légère. Ça arrive très très régulièrement. Donc nous c'est pour ça qu'elles sont généralement vraiment pesées
vraiment bien comme il faut. Et est-ce que as-tu déjà envisagé de poursuivre en double une fois la carrière en simple terminée? Écoute, non, on me l'a déjà demandé. Déjà, il faudrait que j'ai quelqu'un avec qui j'ai envie de faire ça. Et même s'il y en a, mais aujourd'hui, je pense que moi, j'avais envie de faire une carrière en simple et de faire une carrière en double, c'était pas vraiment quelque chose qui m'attirait. Moi, je me vois vraiment basculer de l'autre côté après et envisager quelque chose de différent. Et c'est pas en tout cas mon objectif aujourd'hui. Je dis pas que je peux pas changer d'avis, mais à l'heure actuelle, non. C'est vraiment pas ce que je souhaite. Voilà. Allez, on continue avec encore les questions qui m'ont été posées sur Twitter cette fois. Donc, on a Seb qui m'a demandé, as-tu un tournoi de prévu en Suisse? Où aimerais-tu venir jouer les interclubs en Suisse? Alors, j'ai un tournoi prévu en Suisse peut-être d'ici 3 semaines. C'est à Lugano, le 75 000 $. Donc, j'essaierai d'aller faire les qualifs si je rentre. Ça, c'est pour le tournoi le plus proche. Ensuite, les interclubs, j'ai jamais eu l'opportunité d'aller les jouer, mais on m'a dit que c'était très sympa. J'ai des amis qui jouent à Genève et à Lausanne. Donc du coup, oui, pourquoi pas. À l'occasion, vraiment, ce serait très sympa de venir jouer en Suisse. Et ben, je te remercie pour ta question, Seb, et je te dis à très vite sur Twitter. Ensuite, j'ai Ilias qui m'a demandé, tu préfères faire une finale de Grand Chelem ou gagner un ou plusieurs 500? Je pense que faire une finale de Grand Chelem, c'est ce qui m'attirerait le plus parce que pour moi, c'est le défi ultime. Et j'aimerais bien vraiment pouvoir ressentir, même si elle est perdue, mais ressentir ce que ça fait d'être sur le terrain pour se battre pour un titre d'un majeur comme ça. Ça doit être quelque chose de vraiment très très fort et très très dur, même si forcément des titres en 500 c'est monstrueux et encore une fois c'est pas du tout à banaliser, loin de là. C'est des très très gros titres. Mais je suis quand même plus attiré vers une finale même si elle est perdue. Question de Erwan qui me dit, si tu pouvais changer un match de ta carrière, ce serait quel match et pourquoi? En réalité, j'accepte ma carrière telle qu'elle est. J'ai eu des défaites douloureuses et difficiles, mais je pars du principe que je changerai rien. Je garderai tout ce qui est en l'état parce que les défaites douloureuses m'ont aidé aussi à forger mon mental encore plus, à être encore plus fort et essayer de revenir encore plus fort, même si ça m'a pas toujours souri, mais j'ai aussi gagné beaucoup de matchs par rapport à ma force mentale et je le dois aussi à ces défaites-là. Donc on change rien et on est tourné vers l'avenir. Bronca qui me demande maintenant, si tu pouvais remporter un grand chelem, ce serait lequel et pourquoi? Roland-Garros, sans hésiter, ça a toujours été mon choix numéro 1. Pourquoi? Pour l'ambiance extraordinaire qu'il y a dans ce tournoi, c'est inexplicable. Moi, quand je vais là-bas, que je joue les qualifs ou le grand tableau, j'ai toujours eu énormément de soutien, je sais pas pourquoi. C'est avec un énorme plaisir que je joue là-bas et j'aurais aimé ne serait-ce que passer 1 ou 2 tours pour aussi profiter de cette ambiance tableau Grand Chelem, mais de le gagner, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je pense qu'après ça, c'est difficile de trouver, je pense, quand tu arrives à nos âges, à 30 ans passés. On l'a vu avec par exemple Marin Cilic, il y a eu Dominique Thiem aussi, qui quand ils ont réussi à atteindre ce Graal-là de gagner un Grand Chelem, après c'est très dur, je pense, d'enchaîner, sauf quand évidemment tu es Djokovic, Federer ou Nadal ou Sinner, Alcaraz, quoi. Donc ça c'est le gratin mondial, mais on va dire pour ceux qui font partie du commun des mortels, avoir un Grand Chelem, ça doit être quelque chose d'extraordinaire et ce serait Roland sans aucun doute. Et ensuite, on arrive sur la dernière question de cette FAQ. Arrêtez de me filmer en train de pleurer. C'est Fred qui nous a dit tes objectifs cette année, classement, titre. Alors pour le classement, on a déjà répondu, on aimerait se rapprocher des qualifs de Grand Chelem, même si honnêtement c'est pas vraiment la chose à laquelle je pense tous les jours, mais je fais en sorte de me concentrer vraiment sur mon niveau de jeu et le reste je laisse faire. Ensuite titre, ça me plairait beaucoup d'avoir un titre en Challenger parce que j'en ai pas encore eu, donc du coup ce serait bien de pouvoir aller chercher cette catégorie là. Donc on va tout faire pour y arriver cette année et le nombre d'abonnés, malheureusement
L'objectif c'était 10 000 en commençant l'année, mais en tout cas, j'aimerais vraiment me rapprocher de ce chiffre-là. Déjà dans un premier temps doubler mon nombre d'abonnés, être vers les 5000, ce serait top, génial, vraiment je serais très très content, et puis ça viendrait valider aussi le travail de Doumé qui est mon monteur vidéo et d'Adrien qui est mon designer, et donc du coup je les remercie beaucoup pour tout le travail qu'ils font toute l'année avec moi. Et puis ça y est, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, toutes vos questions. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette FAQ, et puis je vais vous laisser avec moi une question pour vous. Je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait, ou est-ce que vous aurez des idées plutôt que de dire salut tout le monde, de donner un nom à la communauté. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa. C'est vrai qu'il y a Jules-Marie qui le fait avec les Breakers, mais moi je trouvais ça sympa d'avoir un nom aussi à la communauté, de pouvoir vous saluer tous sur chaque début de vidéo, et puis à la fin aussi. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous en avez pas, c'est pas grave. On restera comme ça, on avance comme ça. Puis je vous remercie vraiment tous, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lolo. Ciao!